Donc c'est une deuxième édition pour nous de ces talks de Creative Founder qu'on a lancé avec l'ambassade d'Estonie, où on travaille beaucoup autour du statut des résidents. Donc on va vous en dire quelques mots. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une discussion assez ouverte entre nous. Donc on a pas mal préparé, on a bien potassé, on a beaucoup échangé pour faire ce qu'on allait dire aujourd'hui. Et l'objectif, c'était beaucoup d'être dans une logique un peu testimoniale pour comprendre qu'est-ce que c'est que le statut des résidents, quels sont les intérêts de travailler avec l'Estonie et qu'est-ce que ça veut dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le statut des résidents, ça amène beaucoup à la question de la coopération avec l'Estonie et quelles sont les complémentarités qu'on attend entre nos deux grands pays. Je trouvais ça intéressant de travailler là-dessus. Donc après, moi, j'ai des instructions, donc j'ai un disclaimer. Donc on va sur le plan juridique, on a Monica Zaida qui est dans la salle, qui est avocate. Donc si on a des questions techniques ou juridiques, on pourra travailler avec elle. Mais évidemment, ce que l'on va dire n'a pas de portée juridique en tant que telle pendant la table ronde. Donc ça, voilà, j'ai fait mon disclaimer. Et aussi, pour ceux qui vont nous regarder sur la partie podcast, donc sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts et Google Podcasts, je vous salue. Ah, ça, je l'aurais dit. Et donc, on va pouvoir commencer maintenant. Donc voilà, après ce petit mot rapide, Christina, je pense que ça serait bien que tu nous resitues un peu le cadre. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce statut des résidents? Qu'est-ce qui nous donne la chance aujourd'hui d'échancer sur ce beau sujet? Alors, nous sommes en Estonie et peut-être en fait juste pour dire, avant de parler de rentrer dans le détail de l'e-residency, plutôt parler de l'Estonie et de l'écosystème et surtout l'écosystème des startups en Estonie. Pourquoi aujourd'hui, l'Estonie est reconnue en Europe comme, l'un des champions finalement pour y créer son entreprise et pour les startups. Là, il faut un petit peu remonter dans le temps. Lorsque l'Estonie est devenue indépendante en 91, on est vraiment parti de rien. Il a fallu moderniser le pays et en fait, heureusement, on avait des dirigeants à l'époque qui ont pris les bonnes décisions et qui ont décidé en fait que ça allait passer par la numérisation et vraiment très, très tôt. Début des années 2000, voire fin des années 90 et donc c'était une vraie transformation, stratégique, numérique qui s'est opérée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 100 des services publics sont en ligne en Estonie. Vous pouvez absolument tout faire en ligne, heu, y compris vous marier et divorcer. Mais aussi créer votre entreprise et créer votre entreprise, quand je lui dis que c'est simple et rapide, enfin, je pense que vous allez en témoigner. C'est-à-dire qu'en fait, ça se fait en quelques clics. Globalement, en quelques heures, vous déposez au statut, vous avez créé votre entreprise et le lendemain, vous avez généralement la confirmation. Alors ça, c'est vraiment le côté bureaucratie administratif, mais il y a aussi tout un écosystème qui s'est créé. Heu donc d'abord, c'est passé effectivement par cette volonté de l'État de numériser, mais c'est aussi, finalement, l'effet catalyseur des premiers succès tels que Skype, ensuite suivi par Bolt. Et je pense que ça a créé cet état d'esprit d'innovation, la volonté de vouloir prendre des risques, et ça a un petit peu entraîné toute une génération finalement. Et ces fondateurs de start-up et de licornes sont devenus à leur tour finalement des business angels. Donc ce qui encore une fois, finalement crée en fait cette émulation. Et je reviens encore à l'État et l'administration. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'en fait, clairement, l'État en Estonie, finalement, c'est une plateforme au service des entrepreneurs et non pas un frein, en fait. Et ensuite, il y a aussi, l'effet, alors j'ai pas trop envie de rentrer dans la fiscalité, mais en tout cas, l'état d'esprit, c'est de favoriser la croissance. Donc de pas taxer tout de suite, mais effectivement vous permettre, d'engendrer des bénéfices et ensuite de taxer une fois que vous retirez les dividendes. Donc là, je vais très, très, très rapide et je propose qu'on rentre plus dans le sujet de l'e-residency une fois qu'on a fait un peu Ouais. le tour des différentes histoires, en fait. Alors, avec plaisir, non, j'ai interrogé un peu chacun. C'est vrai que juste pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui est assez intéressant dans le modèle estonien, pareil, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, mais vos bénéfices, s'ils sont réinvestis ou s'ils ne sont pas distribués, ne sont pas imposés. Donc c'est-à-dire que vous pouvez remplir une caisse quelque part avec de l'argent qui va vous permettre de continuer à développer votre entreprise. Donc ça, c'est un élément technique assez intéressant qui vous permet, voilà, quelque part
de pouvoir constituer les capitaux propres dont vous allez avoir besoin pour votre propre expansion. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. Et en fait, oui, là, l'Estonie a eu la chance aussi au sein du monde communiste d'avoir toujours été hyper forte en informatique. C'était aussi quelque part beaucoup d'informaticiens, même avant la chute du mur, étaient en Estonie, dans cette région-là. C'était un peu le choix qui avait été fait à l'époque. Et donc, c'est vrai que c'est un asset. C'est-à-dire que quand l'Estonie est arrivée, elle avait quelque part un très bon niveau en mathématiques, un très bon niveau en sciences. Ça, je pense qu'on le sent. Et puis, beaucoup dans nos réunions préparatoires, je pense que cette origine aussi de ville-pays, de grands pays, mais de ville-pays, de ville-comptoir, donc construit sur, comme l'extension de la Ligue hanséatique, c'est pas pour rien. Il y a vraiment cette culture de commerçants et de co-construire des choses qui fonctionnent. Donc ça, je pense que c'était assez intéressant. Toi, Cyril, c'est un peu ce que tu me disais en préparant cet entretien. Alors toi, tu es français. Ouais. Voilà, tu as les yeux bleus, mais tu es français malgré la barbe. Originaire du sud de la France, je suis e-résident. En fait, ça fait du coup 6 ans que je suis venu ici pour la dernière fois, à Paris. C'était pour récupérer ma carte de e-résident. Et donc, c'était Covid, mars 2020, l'apocalypse à Paris. Et en fait, l'histoire de la e-residency, pour moi, elle est, enfin, je pense que ma société n'aurait pas eu la même trajectoire sans l'Estonie, en fait. Je voulais créer une société en mars 2020, donc j'ai créé TikTal, qui est une agence d'influence sur TikTok aux États-Unis, enfin sur le marché US. Et je regardais plusieurs pays en fait sur lesquels les taxes sont un peu plus efficaces qu'en France. Moi, j'habitais pas en France les dernières années avant d'avoir créé ma société, donc je voulais créer une société avec une équipe internationale et habiter à l'étranger aussi, et cetera. Et donc Covid, je reviens en France, dans le sud, et en fait je regarde plusieurs options. Et l'Estonie était vraiment super bien placée en SEO sur la taxe à 0 C'est partout sur internet, taxe à 0 et cetera. Donc c'est flashy. Après, la vérité, c'est qu'il y a des taxes en Estonie et c'est extrêmement plus efficace que la majorité des pays en Europe, surtout quand on démarre. Et donc pour un entrepreneur qui veut créer sa société en Estonie, c'est effectivement très, très facile. Pour l'anecdote, en fait, ce que j'ai fait pour TikTal, c'est que j'avais pas créé de société, j'avais pas de fonds, j'avais pas encore de société officielle. En fait, j'ai, en mars 2020, eu le feu vert d'une marque aux US de bijoux qui était d'accord pour une campagne à 50 000 $. Mais il fallait se dépêcher parce que c'était le moment, en fait, de facturer. J'avais pas encore de société et j'avais déjà ma carte d'e-résidence qui m'attendait ici. Donc j'ai fait l'aller-retour de Marseille à Paris en 24 heures pour récupérer ma carte d'e-résident, qui en plus, en fait, à ce moment-là, il y avait des créneaux qui étaient très limités. C'était à 11h15 le matin ici, sinon c'était mort. Et en fait, j'ai récupéré ma carte. Je suis reparti éclaté dans l'après-midi en rentrant dans le sud de la France pour pouvoir créer ma société, créer mon compte bancaire, créer la facture pour facturer ce client à LA. D'ailleurs, enfin, je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est de Los Angeles. Et en fait, donc de pouvoir recevoir l'argent, en fait. Et en 48 heures, la facture était envoyée, la société a été créée, et le business a pu se créer comme ça, en fait. Et donc, après quelques années, enfin, vers la fin du Covid, je suis passé de la e-résidence Ouais. à la résidence effective. Donc, ça fait maintenant 4 ans, d'ici 3 jours, que j'habite en Estonie. Donc, littéralement, l'argument SEO des 0 de taxes, c'était l'acquisition pour eux, pour l'Estonie, c'était l'acquisition. Et ensuite, j'ai rencontré Caddy très rapidement après être arrivé en Estonie. Et Caddy est la rétention pour l'Estonie pour moi, quoi. Donc j'habite en Estonie, on habite ensemble à Tallinn. On est venu littéralement avant-hier ici à Paris pour cet événement. Et donc ravi de discuter un petit peu plus en profondeur de l'expérience de l'Estonie et de la résidence et les résidences. Merci beaucoup, Cyril. Ce qui est intéressant dans ton aventure, c'était un peu une aventure, l'histoire des 24 heures, d'avoir saisi le quart d'heure pour prendre récupérer ton document et retourner à Marseille. C'est qu'en fait, ce qui t'a plu beaucoup sur l'Estonie, c'est cette logique de fluidité. On a parlé ensuite un peu de la question parce qu'au fond, quelque part, le statut des résidents, la simplicité d'obtention de ce statut des résidents, c'est un petit peu
une porte sur, une vie qui est quand même très simple sur le plan administratif. C'est un peu ce que tu disais, Christina, sur la question du mariage ou même du divorce. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui t'a permis d'aller plus vite et qui t'a permis quelque part, un peu de décoller quand même. C'est ça. Donc ça serait intéressant que tu nous dises, Ouais. un petit peu comment tu as senti pourquoi tu as senti la différence? Complètement. En fait, si j'avais voulu faire ça, en France, j'avais le statut de freelance à l'époque. J'aurais eu tout de suite 25 d'impôts à payer, dès la réception de l'argent du 1er client. Je pense que ça aurait pas été viable. Et en fait, le fait de pouvoir créer enfin, ce qui se passe, c'est qu'avec la carte, en 10 minutes, la société est créée. Le lendemain, on reçoit un email comme quoi les statuts sont disponibles. Le numéro de TVA aussi, est actif. Donc on peut littéralement commencer à facturer les clients et à embaucher des gens et cetera. Et tout est fluide, effectivement, tout est digital. On parlait de se marier, donc on n'est pas encore mariés, mais j'ai acheté mon premier appartement en Estonie, cette année et ça a duré 9 minutes chez le notaire. J'ai pas rencontré, qui que ce soit, physiquement pour faire le prêt, à la banque. Tout s'est passé digitalement. Moi, ça j'adore ça, en fait, j'ai pas reçu de lettre dans ma boîte postale depuis 4 ans, en fait. Je vois pas à quoi sert d'ailleurs, c'est au cas où, ouais, au cas où. Mais non, ça, j'adore le fait que ce soit très, très fluide. Après, c'est un pays qui est très, très petit. Il y a, 1 400 000 personnes qui habitent en Estonie. C'est très similaire à la Suisse en termes d'infrastructure. Quand on a pas beaucoup d'habitants dans un pays, c'est beaucoup plus facile à gérer, il y a beaucoup moins de complexité. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est à chaque fois on discute de ça, c'est que c'est un pays qui est très facile en fait. Tout est fluide, que ce soit, le mode de vie à Tallinn, à tous les niveaux en fait. Tous les services qu'on a, en dehors même du business, ils sont extrêmement, extrêmement fluides, ouais. Après bon, je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui sont, un peu comme la Suisse, qui ont des avantages un peu similaires. Mais pour le coup, l'Estonie est très impressionnant sur ça, ouais. Et il y a plein d'avantages. On parlait des taxes, effectivement. En fait, un exemple concret, c'est que c'est tellement simple où il n'y a pas vraiment des dizaines de différentes, structures en termes de taxes et cetera. Il y a pas besoin d'être un expert ou, en taxes pour comprendre comment ça fonctionne. À la fin d'année ou à la fin de 2-3 ans, ce qui s'est passé pour TicTal, en fait, c'est que, on a eu une croissance exponentielle pendant les 3 premières années et je pense que c'est parce qu'on a réussi à réinvestir, l'argent qu'on a généré la première année et la deuxième année dans la croissance de la société. Donc moi, j'ai pas levé de fonds, en fait, pour TicTal. J'ai, commencé avec le premier client qui nous a payé 50 000 $. Cette agence qu'on a, c'est une agence d'influence, donc elle travaille avec des marques des US. On paye les influenceurs pour qu'ils fassent du contenu sur TikTok, pour ces marques-là. Donc le business model est très, très simple et ce qu'il y a, c'est que l'argent qu'on a généré, on l'a réinvesti la première année, la deuxième année, la troisième année, sans avoir à se soucier de combien d'impôts on a à payer à la fin de l'année. On a juste tout réinvesti et c'est vrai que du coup, on a fait x10 la première année et x10 la deuxième année. On avait 120 000, 1,8 million, ensuite, à peu près 17 millions la troisième année et tout ça, enfin, je pense qu'en France, j'aurais beaucoup plus de friction, je pense. Il y a un autre point que je veux dire aussi, c'est que j'habitais à San Francisco pendant quelques mois et ça a rien à voir en termes d'envergure, je compare pas les 2 de cette manière-là, mais l'état d'esprit qu'il y a en Estonie, c'est vrai qu'il y a pas de barrière sur l'entrepreneuriat. C'est assez, surprenant parce qu'il y a beaucoup de petites boîtes qui se créent comme ça en Estonie. C'est assez normal d'être entrepreneur, en fait et donc enfin, dans mon entourage à Tallinn, que ce soit des Estoniens ou des Français, il y a un peu c'est OK, en fait. Tu vois, tu as créé ta boîte, c'est presque normal, en fait. Il y a pas de jugement comme on peut avoir dans certains autres pays qui sont: «Ah ouais, tu es sûr et tout», c'est plutôt encouragé, en fait, ce qui est rafraîchissant, en fait. Ouais, tu pas ce stress en fait et puis bon, Ouais, techniquement en fait l'intérêt de pouvoir, réinvestir ou conserver des capitaux propres, ça permet aussi d'avoir un BFR qui est tenu par ton propre business. c'est Donc ça. tu as moins besoin d'un investisseur aussi, parce que le problème qu'on a aujourd'hui dans beaucoup de startups, de l'écosystème français, c'est qu'en fait, on parle tout le temps de recherche d'investisseurs. Oui, parce que le cash flow généré par ton activité, il est pas suffisant pour financer ta propre croissance. Donc il y a aussi un sujet un peu structurel, derrière. Merci, je trouve que ça nous donne un bon éclairage, ça nous donne une bonne entrée en matière sur nos sujets. Kady, toi, je vais pas dire que tu as fait le chemin inverse, mais c'est intéressant de voir, que là, tu lances une boîte
et en fait, tu l'as fait en France. Donc c'est un côté un peu paradoxal par rapport à ce que Cyril vient de nous dire, mais c'était intéressant que tu nous donnes peut-être en contrepoint, toi, ta vision des choses et quel élément de valeur tu as trouvé en France, en fait? Oui, oui, très bien. Du coup, moi, je suis estonienne, mais j'ai vécu en France pendant 5 ans en total et en fait, j'ai cette, dualité en moi. Quand je suis en France, enfin, quand j'étais en France, l'Estonie m'a toujours manqué et quand j'étais en Estonie, la France m'a toujours manqué un peu et donc en fait, peut-être pour commencer parce que là, ici à l'ambassade, j'ai travaillé, ici à l'ambassade, il y a 6 ans, j'étais assistante d'ambassadeur. Du coup, je connais les gens ici. C'est très chaleureux pour moi d'être ici et du coup, à l'époque, j'étais dans la fonction publique, et pendant d'ailleurs, 4 ans, j'étais dans la fonction publique avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et du coup, je connaissais très bien, le côté public, les services qui existent, la fluidité, la facilité et cetera et bah, j'ai décidé de me lancer également. Quand j'ai rencontré Cyril d'ailleurs, en Estonie, c'est lui qui m'a introduit, un peu plus dans l'entrepreneuriat parce que, bah, du coup, il y a ce mindset de faire toi-même les choses, de créer quelque chose. Il m'a dit: «Bah, c'est tellement facile dans ton pays, mais pourquoi tu fais pas quelque chose?» J'ai dit: «Bah, en fait, très bonne question, évidemment». Du coup, aujourd'hui, j'ai co-lancé avec Cyril une marque de bien-être féminin intime qui s'appelle, Freshie et du coup, on a une société mère en Estonie. On habite à Tallinn, du coup et du coup, le premier marché où on a lancé et on vend notre premier produit, c'est la France. Du coup, on a lancé, notre, produit en France il y a 3 mois et on utilise ça, notamment, enfin, on vend, en ligne. Du coup, c'est très simple enfin, de faire ça en ligne. Pas besoin d'avoir, aujourd'hui, des magasins physiques, forcément pour vendre des produits et le premier produit qu'on a lancé, c'est les probiotiques, féminins et pendant très longtemps au début, j'ai hésité. Est-ce que je vais trouver un fournisseur, un producteur en Estonie, en Allemagne, en France, en Pologne? Et finalement, c'était très, très, après plusieurs mois de recherche, j'ai trouvé que la France, c'était le pays dans lequel il fallait lancer notre marque, enfin la production de notre marque parce que, il y a toute cette savoir-faire, cette capacité. Il y a une renommée mondiale dans tout ce qui est alimentaire, dans tout ce qui est cosmétique. Il faut assumer. La France, elle a une énorme empreinte, là-dedans et du coup, cette dualité entre 2 écosystèmes estonien, facilité fiscale, administrative, bureaucratique et la France où il y a, ce côté, qualité, production, hem, développement, recherche et cetera. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, une logique, dans notre modèle économique s'est créée. C'est intéressant parce que ça veut dire que tu as vraiment réussi à toi, tu en parleras un peu aussi de ton point de vue, mais à créer, entre guillemets, aller vers le meilleur des 2 mondes. Ça veut dire de quand même, la partie gestion de business, développement, structuration, gestion économique, de faire ça, en Estonie, où ça paraît beaucoup plus fluide, on va dire ça comme ça. Après tu nous as raconté, comment s'était passé l'enregistrement administratif de la boîte en France. Ça avait été un peu sport, si j'ai bien compris et quand même on a la chance et c'est sympa de le souligner, d'avoir un pays extraordinaire en termes de ressources, de recherche et aussi beaucoup de savoir-faire. Et je pense qu'on ne se rend pas compte, si on n'a pas beaucoup voyagé, à quel point, le potentiel de savoir-faire et de connaissances et de ressources naturelles est important en France et à quel point on peut faire levier dessus. Ce qui est intéressant dans ce que tu as fait, c'est que ce choix, de se dire, dans, la construction de ma valeur, dans toute la partie, construction de produit, chaîne de valeur, ça en fait aujourd'hui tu fais tout en France en fait? C'est la marque un peu du made in France, Ouais, qui est quand même enfin, made in Estonie pour un complément alimentaire, a pas le même poids que made in France, Ouais. surtout pour le marché français, avec des clients en France. Ouais. D'ailleurs, on revient ici depuis quelques jours et ça fait du bien de manger, des repas français quand même.
Mais en fait, c'est vrai qu'avec Freshie, notre objectif, enfin notre vision du coup, c'est de devenir une marque européenne. Donc, Ouais. on va vendre partout en Europe. Et du coup, plus tard, aux États-Unis, peut-être plus loin. Et par contre, du coup, ce qui est pas du tout pareil dans la perception d'une qualité, c'est made in Estonie, Lettonie, même Finlande et la France. Tout ce qui est made in France, dans tout ce qui est vestimentaire, alimentaire, et cetera, comme j'ai dit, cosmétique, c'est quand même, on a fait une étude de marché, un peu, et c'est vrai que, les Chinois, par exemple, ils préfèrent, heu consommer des compléments alimentaires made in France que made in, en Chine. C'est vrai, enfin, c'est vraiment intéressant en quoi, la France, ça paraît tellement peut-être, en France, ça paraît pas si important, mais vu de l'extérieur, c'est quand même une assurance de qualité. Et est-ce que c'est légitime? C'est-à-dire que est-ce que tu as vraiment eu l'impression quand tu Oui. allais sur les sites de production, que tu avais été bluffé par le qualité de la finition des produits qu'on t'a délivrés, qu'on a fait sur ton cahier des charges? Ou est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, «un héritage et une rente» sur lequel on est, c'est cette marque et aujourd'hui on a un peu de mal à faire à garder la substance derrière? Quel est ton sentiment, toi? En fait, maintenant, vu qu'on a vendu, notre 1er produit, les probiotiques, depuis 3 mois, on est honnêtement très, très surpris de la qualité de notre produit. D'accord. C'est pas que du blabla. En fait, c'est vraiment on a des vrais résultats et on a des, milliers de femmes aujourd'hui qui nous font des retours comme quoi elles ont vraiment eu des résultats. Donc c'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire, mais ça marche et ça permet du coup de prévenir les infections et les problèmes plus profonds. Et je pense que c'est juste que c'est transparent, ça marche et on a aussi la transparence en totalité sur les produits. Les bactéries ont été créées dans les laboratoires, en France. Les gélules pareil, en France, ça vient pas de très loin. Donc du coup, on peut vraiment proposer un produit, qui est, en fait, qui est vraiment, traçable, transparent et ouais. Moi, je trouve ça super intéressant parce que, bah, moi, j'ai eu l'expérience inverse. À titre personnel, j'avais ouvert des bars à yaourt dans les années 2000 en Chine et on n'arrivait pas à avoir une glace de qualité, en fait. Pour nous, c'était un produit haut de gamme, sympa. On faisait venir les toppings d'Europe, mais on voulait fabriquer notre yaourt gelé là-bas et c'était un vrai sujet. Et puis, deuxièmement, ça, je pense que c'est un truc à savoir si vous êtes entrepreneur dans la salle. Avec les acteurs qui sont les acteurs de l'industrie française, vous pouvez bosser un peu en format OEM. Ça veut dire que vous pouvez faire fabriquer des produits dont vous allez assumer la conception. Donc ça, c'est un point intéressant à garder en tête et c'est, heureusement quelque chose que l'on garde en France. C'est cette capacité des savoir-faire de la R&D. Ça, je pense que c'est intéressant de savoir un peu comment, les articuler. Ça sera un peu central. Avant de te passer la parole, peut-être un dernier point. Heu, Sans caricaturer, peut-être tu voulais nous dire, on en a parlé pendant les discussions. Toi, ta perception, l'administration française, l'administration estonienne, comment tu as ressenti les choses? En fait, je pense que honnêtement dire, vu que j'ai vécu à Paris pendant 3 ans aussi, je peux dire que le peuple qui pourrait être le plus frustré à Paris, au début pour s'installer et cetera, pour faire les papiers, c'est les Estoniens. Parce que vu qu'on a l'habitude que tout se passe en un clin d'œil, super rapidement, sans rencontrer, qui que ce soit, sans faire la queue, devant les impôts ou à la banque, remplir, des dizaines de papiers. C'est vrai que les Estoniens, ils ont cette attente que tout se passe très rapidement, vu que, on est un pays, où il y a 1 million d'habitants par rapport à la France qui est quand même, beaucoup plus grand, donc c'est compréhensible. Mais, c'est vrai que en fait, on a créé 2 sociétés du coup, une société estonienne, une OÜ et une entreprise en France, une SAS et pour dire, vraiment la comparaison entre les 2 du coup, de mon expérience, en Estonie, la création de la société a pris, 2 minutes 30 depuis mon ordinateur, elle était créée. J'avais le numéro de sirène et cetera, tout était bon. Pour la création du coup Avec la TVA. de la numéro de TVA, c'est un deuxième clic qui est automatisé. Du coup, tu as le numéro de TVA instantanément. Donc ça, c'est Estonie. Tout se passe le jour J et du coup, le compte bancaire également, le jour J. Et la France, du coup, la création de société à l'aide des juristes, ça a pris 3 mois. Beaucoup plus cher aussi, en fait.
beaucoup plus cher, c'est vrai. Et à la création de TVA, on est encore en cours. Non, ça a pris Ça a pris 4 mois. Ouais. Ouais. 4 mois. 4 Alors, mois. c'est pas une société qui fait un truc très particulier. Enfin, c'est très commun. Enfin, c'est du commerce, quoi. Oui, T'es pas en train de créer une banque, en fait. oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, il faut quand même dire que je pense que même si en France, la bureaucratie et l'administration autour de la création d'entreprises a été facilitée, ça reste quand même très, très compliqué pour un Estonien ou une Estonienne. Qui arrive ici, ouais. Même pour un Français, ça reste hyper compliqué, c'est toujours pas très simple de s'y retrouver. Et en fait, il y a des gros efforts qui ont été faits de numérisation de l'administration française, mais on a toujours ce sentiment en fait que ça a été conçu assez loin de l'utilisateur final et de sa capacité à arriver au bout de l'odyssée qui est de remplir la création de sa boîte ou d'aller sur les nouveaux formulaires de l'INPI, par exemple. Voilà, donc moi, on a un peu préparé l'entretien avant là. J'ai toujours pas compris pourquoi tu es en Estonie. Donc ça fait de l'occasion que tu te présentes et tu nous dises un peu qui tu es et pourquoi tu es allé en Estonie. Parce que moi, je croyais que tu faisais du patin à roulettes et qu'en fait, non, c'était l'Estonie. Ben, en fait, ça a fait partie finalement, parce que mon histoire est très particulière. Justement, moi, j'avais aucune expérience dans la tech. Comme tu le dis, je faisais du patin à roulettes, du sport extrême. J'étais champion de sport extrême. Et un jour, sur mon lit d'hôpital avec la jambe cassée, j'ai eu l'idée de créer une boîte dans les télécoms. Voilà, je me suis dit, voyons les choses en grand, tous les milliardaires sont dans les télécoms, je vais aller dans les télécoms. Et donc, j'ai imaginé un truc qui n'existait pas dans les télécoms. J'ai réalisé que c'était possible de le faire. J'ai été voir des fonds d'investissement qui n'ont pas voulu me donner un euro parce qu'ils se sont dit, il est tout seul, il n'y connaît rien, on ne va pas le financer. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rencontré d'abord la première année à peu près 22 investisseurs que j'ai réussi à convaincre un par un. Et j'ai rassemblé avec ces 22 investisseurs 1 million d'euros pour 20% de ma boîte, que je n'avais pas créée à propos, encore. Et donc, alors j'ai dit à ces investisseurs qu'évidemment, j'allais créer une société française au début parce que ça la foutait mal de créer une société à l'étranger. Déjà, j'y connaissais rien, j'étais tout seul fondateur, etc. Et je devais créer un opérateur mobile. Et donc, une fois que j'avais ce million, je devais créer quelque chose techniquement de très, très, très solide et je n'y connaissais rien. Et le seul ami avec qui je faisais du roller depuis que j'étais gamin vivait en Estonie et c'était le seul ami qui s'y connaissait en tech. Donc, le seul pote qui s'y connaissait en tech, je l'ai appelé. Je lui dis, dis-moi, voilà, j'ai cette idée, j'ai réussi à lever 1 million d'euros. Il me dit, écoute, moi, je suis en Estonie, c'est génial ici. Franchement, tu devrais venir. Skype a été créé ici, c'est en relation avec du télécom. Moi aussi, j'ai une boîte de tech ici. Je vais t'aider à embaucher tes premiers ingénieurs. Et vu que je n'avais en quelque sorte aucun lien à Paris, j'ai, comme ça, pris l'avion, pris mes bagages et j'ai débarqué avec mon 1 million d'euros à Tallinn, rejoindre mon pote d'enfance. Et donc, on a pris des bureaux ensemble au début. Lui, il a fait ses ingénieurs et c'est même lui qui m'a aidé à embaucher mon directeur technique. Parce qu'au début, j'avais aucune expérience pour embaucher quelqu'un. Et donc, voilà, ça s'est grandi. Et donc, j'ai débarqué comme ça à Tallinn. Et finalement, j'ai adoré pour plein de choses. Alors déjà, c'était il y a 11 ans en arrière. En 11 ans, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu Bolt qui est arrivé, TransferWise, beaucoup de sociétés. Donc, c'est vrai que les prix des ingénieurs, il y a 11 ans, n'étaient pas les prix d'aujourd'hui. J'ai réalisé aussi que l'Estonie, c'est un des seuls pays européens qui a une grande partie de russophones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les génies estoniens, je veux dire tous les génies ukrainiens ou russes qui veulent quitter l'Ukraine ou la Russie, ben, où est-ce qu'ils vont? Ils vont en Europe, en Estonie. Et donc, très très vite, j'ai réalisé que, en tout cas sur les développeurs, il y avait vraiment énormément de talent. C'était clairement plus facile de les embaucher et plus facile aussi de s'en séparer. C'est pas comme en France où dès qu'on doit licencier quelqu'un, il y a des prud'hommes, etc. C'est pas que j'ai envie de licencier des gens, mais c'est que en Estonie, bah, du coup, si on trouvait un ingénieur, même qui travaillait dans une autre boîte, on avait plus de facilité à le ramener, puisqu'il y avait 1 mois de préavis, il était déjà chez nous. Mais après, c'était aussi, on pouvait les perdre plus facilement, évidemment. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que les salaires étaient moins chers. C'était pas du tout pour économiser de l'impôt, puisque moi, de toutes les façons, c'était une société où je savais que je devais cramer des millions d'euros pour créer la boîte. Voilà, aujourd'hui, en R&D en Estonie, on a dû dépenser
uniquement sur les salaires, à peu près 40 millions en 11 ans là-bas. Et donc, comment je faisais? Je trouvais des investisseurs en France, je les faisais investir dans une société française. La société française avait créé une filiale estonienne qui était détenue à 100% et on faisait remonter les fonds. Et pendant 7-8 ans, j'avais aucun salarié en France. J'avais tous les salariés en Estonie et c'était l'Estonie qui fabriquait. Alors maintenant, c'est différent. Maintenant, j'ai aussi une quarantaine de personnes en France et toujours 80 personnes à Tallinn. Là, justement, je suis rentré de Tallinn vendredi. Mais du coup, ce que j'ai trouvé génial dans l'Estonie, c'est qu'il y a évidemment, il y a, le côté réinvestissement, mais surtout les salaires n'étaient pas chers, les gens étaient très très forts, il y a aucune corruption en Estonie, il n'y a aucun danger. Ça, c'est hyper plaisant. Ça, c'est incroyable, quoi. Une fille, elle peut se balader à 3 heures du matin, un vendredi soir, elle ne va pas se faire emmerder. On peut voir quelques gens bourrés. Voilà, il n'y a pas de métro directeur. Alors, c'est vrai il fait froid l'hiver, il fait pas mal nuit l'hiver, mais par contre, l'été, il fait un peu jour tout le temps, donc c'est une vie assez particulière. Mais même s'il fait froid, on n'a pas le sentiment qu'il fait froid parce que c'est tellement petit, on marche à pied, c'est 100 mètres d'un building à l'autre, et donc pas besoin de transport, pas besoin de voiture, on fait tout à pied. La ville médiévale est très, très, très jolie. Donc c'est vraiment une qualité de vie. Finalement, ce qui m'a aidé en Estonie, c'est d'être focus. C'est ça, Ah ouais. c'est ça, ouais. Tu es là-bas, voilà, c'était que boulot, que boulot. Et en plus, on avait un groupe d'amis français, donc mon pote d'enfance qui est toujours là-bas, hein, qui a Les Français, c'est Ah oui, le français, il vit toujours là-bas. Et il y a d'autres potes français qui ont été là-bas, dont un autre pote qui a créé une autre société là-bas et il a eu un coup de chance. Un jour, il y a 2 frères qui venaient de créer une petite boîte qui lui achetait de la pub. Il travaillait dans la pub aussi. Et il se dit: «Ah lui, il m'achète quand même pas mal de pubs». Il dit donc il le rencontre. Il avait une toute petite boîte. Il dit: «Bah, est-ce que je peux mettre un peu d'argent dans ta boîte?» Il a mis 500 000 € dans sa boîte et c'est devenu Bolt. Les 500 000 € sont devenus 150 millions d'euros. C'est pas mal. Donc le pote français qui vit là-bas, il s'en est bien sorti là-dessus. Et donc voilà, l'histoire était vraiment bien. Donc j'ai gardé toujours la technique là-bas. Les ingénieurs, évidemment, c'est devenu plus dur maintenant parce qu'il y a tellement de licornes là-bas que c'est la guerre. La guerre a trouvé les ingénieurs et évidemment, les prix ont énormément monté. Donc on va dire, le prix des ingénieurs est peut-être un peu moins cher que Paris, mais on n'est pas dans un delta. Il n'y a pas une énorme différence avec Paris. Par contre, voilà, c'est plus facile d'embaucher, etc. J'ai quand même expliqué ce qu'on fait, hein, pour que vous compreniez, parce que donc j'ai créé plusieurs produits. Le premier produit, c'est une application mobile B2C qui permet d'avoir un deuxième numéro sans carte SIM. Ça s'appelle On-Off. Donc les gens qui veulent un deuxième numéro français, estonien, belge, américain, anglais, ou voilà, un numéro pro, perso, ils téléchargent l'application On-Off et ils peuvent en un clic avoir un numéro. Et maintenant, on a créé la même chose pour les entreprises. Alors là, ce qui est super, c'est que les entreprises peuvent, depuis leur ordinateur ou une application, acheter des numéros dans différents pays, les donner à leurs commerciaux, et les commerciaux peuvent appeler avec, et il y a plein d'intelligence sur ces numéros, c'est-à-dire les enregistrements d'appels, connectés à tous les CRM, analytiques, mais les CRM comme Pipedrive, HubSpot, Salesforce, etc., des enregistrements d'appels, de la transcription avec IA. Donc pour tout ce qui est commercial, c'est vraiment magique. Vous achetez des flottes de numéros, et vous avez vos commerciaux qui performent toute la journée avec, sur une tablette, un ordi, etc. Et là, on a plein de choses qui évoluent. On a une autre appli qui permet d'avoir de l'internet à des coûts locaux dans le monde entier. Donc vous allez, je ne sais pas, au Japon, et vous téléchargez un On-Off Travel et vous avez de l'internet pas cher. Et on évolue avec plein de choses qui vont arriver cette année, mais là, je peux pas trop en parler. Tu vas pas faire de spoil. Ouais, je vais pas parler de l'évolution. Et donc non, l'Estonie, j'adore. J'y suis tout le temps. Je peux entre Paris, l'Estonie, un peu la Belgique. Je suis dans pas mal de pays. Mais j'ai toujours toute ma technique qui est là-bas. Et vraiment, c'est des gens qui ont énormément de talent. Et alors, au bureau, je crois qu'en Estonie, on a 19 nationalités. C'est assez marrant. C'est vrai qu'il y a évidemment beaucoup d'Estoniens, beaucoup de Russes, des Ukrainiens aussi. Mais étonnamment, on a un Espagnol, un Italien, des gens voilà, qui viennent de différents pays, qui ont un Indien, voilà, et
Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, une question qu'on se posait avec Eddy, que je salue, là, qui est dans la salle en préparant l'émission. Je peux trouver très marrant, c'est que chez toi, bah, c'est un peu l'inverse. D'habitude, on a souvent la R&D en France parce qu'on a le crédit impôt recherche, le CIR, le crédit innovation et les sales qui vont être dans un second pays. Toi, tu as fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que tu as la tech qui était en Estonie Qui est toujours. et toute l'équipe sales est en France. Et en fait, Exactement. la question qu'on se posait, c'est moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant en France, et j'ai beaucoup travaillé avec la région Île-de-France sur ces sujets, avec l'agence d'attractivité, c'est que tu as beaucoup de nationalités en France. Donc, tu as aussi beaucoup de gens qui parlent plein de langues différentes, qui vont parler le portugais, le lusitanien, l'espagnol, l'allemand ou d'autres langues, ou l'arabe. Est-ce que toi, c'est un asset d'avoir les équipes de vente en France? Est-ce que ça t'aide sur un développement Alors, international ça ou pas tant que que ça? aujourd'hui, en fait, sur l'évolution de ma société, c'est vrai que, on vend des produits dans différents pays, mais on va dire la majorité reste encore française sur notre chiffre d'affaires, ce qu'on vend. Donc finalement, c'est pour ça aussi qu'on a construit une équipe, sales à Paris, pour vraiment être proche des clients et de toutes les sociétés pour comprendre leurs problématiques et comment nos solutions de CRM, SaaS et cetera, peuvent vraiment leur apporter. Demain, si on commence à lancer fort d'autres pays, je ne sais pas, l'Allemagne, l'Italie, c'est vrai que le choix va se poser. Est-ce qu'on crée une équipe sur place ou est-ce qu'on crée une équipe, par exemple, d'Italiens à Paris? Et je pense que la réponse est un peu des 2. Je pense quand on commence, c'est mieux d'avoir, par exemple, une équipe d'Italiens à Paris pour démarrer le business. Et une fois que le business commence à devenir suffisamment gros, après, on prend des bureaux sur place. Mais évidemment, prendre des bureaux sur place, c'est toujours coûteux, donc il ne faut pas le faire trop vite, quoi. Ouais, ouais. Tu vois ce qu'on se disait avec Adi tout à l'heure, et c'est une question qu'on se posait, c'est l'articulation entre une partie de la création de la chaîne de valeur en France et une partie en Estonie. Ce qui est intéressant aussi pour des questions fiscales, parce qu'il y a la question de la substance. C'est-à-dire que vous prenez le statut d'irrésident, il y a un moment, il faut aussi que c'est un sens économique par rapport à ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire ça juste parce que, tac, vous allez faire votre activité en France sur des clients français en ayant la boîte enregistrée en Estonie. Il y a un Ça, point, bah, désolé de te couper, il y a un point très intéressant sur l'Estonie, c'est que les gens qui vivent là-bas, vu que c'est un petit pays, leur réflexion business n'est que internationale et worldwide. Parce que de toutes les façons, en local, c'est pas suffisamment grand. Et donc finalement, c'est pour ça qu'il y a des grandes licornes, etc. Parce que ils ont grandi avec une mentalité où ils se disent, nous, si je dois faire un business, ça doit être international. Ce qui n'est pas le cas en France. Et ça, c'est presque en quelque sorte un boulet qu'on se traîne parce qu'on se dit, ben, on peut faire un business qui marchera bien en France, alors qu'en Estonie, les gens ont vraiment une mentalité internationale. C'est pour ça que c'est indispensable d'apprendre anglais le plus tôt possible. Ouais. Et français d'ailleurs, ou d'autres langues, quoi. D'autres langues, parce que tu peux rien faire avec l'estonien. Oui, c'est très limité. Ouais, ouais. Ouais, j'ai pas beaucoup appris l'estonien. Le russe un peu, mais l'estonien, dur, hein. Ah ouais. Mais tout le monde parle anglais là-bas, hein. Vous n'avez pas besoin, si vous parlez bien anglais, ça va très bien. c'est très vrai. Nous, on travaille pas mal aussi à Creative Valley sur l'Italie du Nord. Et en fait, l'énorme problème que j'ai moi avec les startups qu'on a accompagnées en France et en Italie notamment, c'est qu'en fait, elles vont passer 4-5 ans à exister localement. Et après, paf, au bout de 5 ans, elles se disent, bon, quand elles continuent à réussir, elles vont continuer à essayer vraiment de s'internationaliser. Ben, elles ont pris 5 ans, elles ont passé 5 ans. Donc dès qu'elles sont sur les sujets un peu de techno, souvent c'est trop tard en fait. Parce qu'il y aura des gens qui auront grossi plus vite ailleurs. Et je pense que ça, c'est assez intéressant et ça a été beaucoup dit ici. Je pense que l'intérêt du statut d'irrésident, c'est effectivement cette ouverture vers l'Estonie. Et c'est bien aussi, entre guillemets, pour ouvrir ses chakras et se rendre compte que d'avoir une perspective très internationale dans ce qu'on fait, ça m'a pas mal le sens. Dans ton cas, toi, c'est un peu différent parce que quelque part, tu es venu avec le client américain. C'est ça, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as continué beaucoup, beaucoup à bosser sur les US. Ouais. Peut-être tu veux rebondir là-dessus et dit, tu nous diras, toi, un petit peu pourquoi tu as choisi la France. Ce sera produit en France, vendu en France, ou comment tu vas jouer ce côté ouverture des chakras, justement. Je voulais dire par rapport à on-off, en fait, c'est normal que l'équipe sales, je pense, c'est en France. En Estonie, en fait, les Estoniens sont très réservés. C'est pas forcément les meilleurs vendeurs. Ils sont très très bons. Voilà. Je pense que c'est le plus vraiment. C'est ça. En fait, ouais, ils veulent pas avoir l'interaction en physique, donc tout est digital, tout est super efficace. Mais du coup, en termes de vente, clairement, je pense que d'avoir l'équipe sales en France, ça fait sens, quoi. Et l'équipe dev, les geeks en Estonie, quoi. Mais
En fait, moi, j'avais un peu le risque. Juste Ouais. revenir sur un point de Yann, quand tu dis l'e-residency, c'est une ouverture vers l'Estonie. Oui, c'est une ouverture vers l'Estonie, mais c'est surtout utiliser l'Estonie comme une plateforme Ouais. pour rayonner ensuite, ce qu'a fait Cyril, par exemple, pour en fait, vendre vers les États-Unis. C'est pas en fait, là où il faut pas faire l'amalgame, c'est de se dire l'Estonie, ça va être mon marché, en fait. Je deviens e-résident et du coup, je vais vendre. Alors peut-être un peu, hein, sur certains secteurs, genre la defense tech, pourquoi pas. Mais de manière générale, c'est votre plateforme à partir de laquelle vous allez travailler vers d'autres marchés. Exactement. Moi, je pense que 90% du revenu au total vient des US, quoi. Ouais, ça Et en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, du coup, j'ai dû, la première a priori, ce qu'on se dit, c'est que pour me vendre à un client américain, quand tu envoies une facture et que l'adresse, il y a marqué Estonie, l'américain, il sait pas ce que c'est l'Estonie. Est-ce que c'est un plat? Est-ce que c'est il sait pas ce que c'est. Du coup, il faut expliquer avec des choses qu'ils peuvent comprendre assez facilement que, ben, l'exemple que je dis en général, c'est l'Estonie, en fait, c'est un peu la Silicon Valley de l'Europe. C'est là où il y a eu Skype, il y a eu, Wise, il y a eu, voilà. Et du coup, ils disent: «Ah OK, OK, je comprends, je comprends». Ils ont un peu plus confiance, tu vois? Mais c'est vrai qu'au début, on peut se dire: «Ah, en fait, c'est pas mon pays pour lancer en Amérique et tout», alors qu'en fait, c'est super, quoi. C'est top. Il y a 11 ans en arrière, quand j'ai été là-bas, quand j'ai débarqué, c'est vrai que l'Estonie n'était pas connue comme aujourd'hui. Comme je disais aux gens: «Je vais en Estonie, je vais vivre en Estonie», bah, ils savaient pas où c'était. Mais aujourd'hui, tu as totalement raison, l'Estonie est devenue dans l'imaginaire des gens vraiment la Silicon Valley européenne Mmh. et ça, c'est canon. Ouais. C'est presque un asset, en termes d'image. Ils se disent les gens, les investisseurs: «Ah beh, celui-là, il est smart, quoi». Ouais. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. J'ai ressenti effectivement, dans mes discussions avec des investisseurs, parce que nous, on a monté un programme qui s'appelle Start and Scale Europe, sur la base d'un projet européen qu'on a gagné qui s'appelle Excellent, où on a vraiment essayé de faire une ligue de start-up européenne avec des investisseurs dans toute l'Europe. Et quand je dis en fait, regardez vraiment à ce qu'on enregistre la société en Estonie, parce que de toute façon, on aura un scope mondial et de toute façon, on sera en Estonie. Ils ont dit: «Ouais, c'est pas mal», ils ont bien pensé leur truc. Et tu vois, là, tout à l'heure, en préparant un peu la réunion, je regardais, sur ChatGPT quels sont les avantages perçus du statut de résident. C'est en fait, oui, c'est vu comme quelque chose qui permet l'optimisation fiscale, mais en Europe. Et ce «mais en Europe» est hyper important parce que ça permet, par exemple, tu vois, dans mon comparatif, tu avais la Géorgie, avec laquelle moi je travaille beaucoup et je trouve que c'est un pays super intéressant, mais c'est pas dans l'Europe. Mais même Là, on est dans l'Europe. en fait, en Géorgie, c'est limité parce qu'on dit il y a 1% d'impôt en Géorgie, mais c'est uniquement pour le statut freelance. À partir du moment où tu crées une société comme une SAS, tu as les mêmes taux d'imposition qu'en France, en fait, finalement. Ah ouais, et la Et perception investisseur, par exemple, à Dubaï, qui était évidemment dans le comparatif aussi, elle est pas du tout la même. Ça paraît beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus simple ou beaucoup plus, rassurant de se dire: la boîte sera enregistrée à Tallinn», en fait. Après, il y a aussi un point qui est cool là-bas, c'est, la qualité de vie. C'est-à-dire que, déjà, vous faites tout à pied et vous pouvez louer un appartement qui est extrêmement, on va dire, grand et confortable pour des loyers qui ont rien à voir avec Paris. Alors évidemment, ça a augmenté beaucoup en 11 ans, mais c'est quand même ça n'a rien à voir. Donc vous vous trouvez dans une situation, quand vous allez à l'aéroport, c'est 10 minutes maximum pour aller à l'aéroport. Il y a quand même des vols directs avec Paris, assez souvent et donc ouais, ça, c'est vrai que c'est vraiment pratique, vraiment pratique. Ouais. Vous avez des questions, peut-être? Merci, bonne session. Christina, peut-être un mot et après on va prendre quelques questions à la En salle. fait, pour rebondir, c'est vrai que toi, tu as fait beaucoup la pub sur aller en Estonie, enfin pareil que, pour, Cyril, mais si vous voulez pas aller en Estonie, donc je ne sais pas si tout le monde du coup connaît, enfin a compris la notion d'e-residency. Peut-être juste pour, c'est intéressant parce qu'on a vraiment les 3 exemples ici. Donc on a la fondatrice, enfin l'estonienne, résidente estonienne qui a créé sa société en Estonie, qui l'a fait avec, sa carte d'identité, numérique, donc puisqu'en fait en Estonie, on a un numéro d'identification unique, qui nous permet de faire finalement toutes les démarches. Effectivement, c'est une carte, mais aujourd'hui, c'est aussi dématérialisé. Heu, Lorsqu'on est français et qu'on va s'installer en Estonie, tu me l'as montré ta carte, donc du coup, vous avez la carte de résident. C'est pas donc une carte d'identité, d'estonien, mais en fait, ça ressemble, et il y a également la puce et vous avez également le même numéro. Donc vous avez exactement les mêmes droits et les mêmes obligations quand vous allez créer votre entreprise. D'ailleurs, on parlait de l'anglais, toutes les démarches, vous allez faire toutes les démarches en anglais.
enfin tout ce qui est administration, vous avez exactement la même chose en français, en estonien et en anglais. Alors je sais que dans beaucoup de pays européens, quand on est étranger et qu'on va créer une entreprise, on galère parce qu'il y a certaines infos qui sont pas disponibles et puis il y a des fonctionnalités qui sont pas disponibles parce que vous êtes étranger. Là, c'est exactement la même chose. Et donc la troisième, alors vous pouvez créer une entreprise en étant français, en restant en France, de manière traditionnelle. Mais j'avoue que je connais très peu de gens qui font ça parce que ça veut dire aller sur place, faire des procurations, passer devant le notaire, et cetera. Enfin, tout est faisable, hein, signer des vrais papiers, mais c'est vrai que je connais personne. Et donc ensuite, l'option, c'est l'e-residency, c'est-à-dire qu'en fait, vous restez vivre en France, mais vous pouvez créer votre société en Estonie en ayant demandé votre carte d'e-résident. Alors, il y a un background check, comme on dit en français, en bon français, qui est fait donc par la police et les gardes frontières en Estonie. Une fois que ça c'est fait, vous obtenez votre carte, vous venez la chercher. Donc, le seul moment où vous devez vous présenter quelque part physiquement, c'est en l'occurrence à l'ambassade d'Estonie en France. On vous prend vos empreintes digitales, on vous identifie et ensuite vous faites ce que vous voulez. Et donc, en fait, vous pouvez lancer votre entreprise sans jamais mettre les pieds en Estonie. J'ai fait les 2 premières Voilà. années, en fait. Et maintenant, on voit que de plus en plus d'e-résidents finissent quand même par venir 1 fois, 2 fois pour faire un peu connaissance avec l'écosystème, lever des fonds, et comme le pays est tellement compact, finalement, c'est ce qu'on disait la dernière fois, que c'est tout le monde se connaît. Enfin, si vous avez vraiment, besoin de parler avec le fondateur de Bolt et que vous êtes un gars sérieux, bah, vous connaissez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui vous amène, voilà, ou qui vous amène vers un investisseur, et donc c'est ça aussi l'avantage. Ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement l'écosystème, en Estonie est très lié avec les Nordiques, et donc quand on parle justement d'investisseurs et de business angels, c'est aussi le cas. Et du coup, tout est assez accessible. Yep. Donc vous pouvez rester vivre en France, venir à 1 ou 2 événements en Estonie pour un petit peu, le côté, réseautage, et finalement ça suffit pour aussi, donc quelque part, vous faites votre marché, hein, vous Ça. prenez les avantages de ce que vous avez en France et vous prenez aussi les avantages que vous avez en Estonie. Pour ceux qui connaissent, il y avait la PayPal Mafia, aux US. Il y a un peu la même chose qui s'est passée en Estonie avec, Skype Mafia, en gros, où Skype était un peu la première société qui a explosé, en Estonie, et il y a eu plein d'autres sociétés qui se sont créées sur le réinvestissement des profits de ces boîtes-là dans des nouvelles startups comme Bolt, et cetera. Et c'est vrai qu'il y a un micro-écosystème où moi, en n'étant pas estonien, je parle pas du tout estonien, c'est vrai que je peux avoir accès directement à n'importe qui, sur le territoire estonien qui a créé, des boîtes comme ça assez facilement, quoi. C'est quand même un État qui s'imagine au service des gens. En France, on a plutôt un État qui s'imagine faire le bien des gens, ce qui est un peu différent. Donc, tu pas tout à fait, tu pas complètement sur le même point de départ. Puis c'est pour ça qu'il y a des complémentarités, hein. C'est aussi ça qu'on voit, hein, et c'est ça qui est intéressant dans les modèles que vous nous avez présentés aujourd'hui. C'est qu'en fait, le talent, ou ce qu'on peut essayer de faire ensemble, et ce sur quoi on va vous aider, c'est aussi d'essayer d'amener, de retrouver un peu le meilleur des 2 mondes, quoi, d'articuler les 2, hein. En tout cas, si vous passez en Estonie, n'hésitez pas, on est là. Il y a une grosse communauté francophone, qui est sur place, en fait. Il y a de plus en plus de Français, ça fait 4 ans que j'y suis, et c'est vrai qu'il y a des vagues de Français qui viennent s'installer en Estonie. Donc, en fait, je connais beaucoup plus de Français que d'Estoniens, finalement. On a des amis qui sont français, entrepreneurs en Estonie, qui ont invité leurs amis s'installer. C'est ça. Ils les ont convaincus, ils sont venus. Ouais, c'est C'est incroyable. donc, ouais, il y a une communauté qui grossit, donc n'hésitez pas, je pense c'est très accessible, en fait. Donc, vous êtes le bienvenu. Christina, bienvenue en mot de la fin, non, ça te va? En fait, pour dire la communauté qui grossit, on a aussi la communauté d'e-résidents qui grossit. Aujourd'hui, on est à plus de 130 000 e-résidents au total, hein, donc sur les 11 ans, qui ont créé plus de 35 000 sociétés en Estonie. 6 000 Français parmi ces e-résidents. Donc ça crée aussi finalement ceux qui veulent en fait faire partie du réseau, discuter avec les autres e-résidents, c'est aussi possible. Et du coup, ça crée aussi cette synergie, non seulement entre les Français, mais aussi entre les Français e-résidents et les autres nationalités. Donc je pense que c'est aussi l'un des intérêts. On a parlé beaucoup de l'Estonie, mais finalement, c'est aussi, je trouve que ça devient de plus en plus international et ça crée l'espèce de réseau et d'écosystème encore
complémentaire à ce qui existe en Estonie. Parfait. Une dernière réaction dans la salle, on est bon? Ouais? Bah, merci beaucoup. Merci Renato.